va prendre un exemple bien simple d'abord. Qu'est-ce que c'est que la France? La France, c'est un pays qui a un nom d'origine germanique, il vient des Francs, qui a une langue d'origine latine, la langue vient du latin, et qui a une capitale qui est dont le nom est d'origine celtique. Paris vient du nom des Parisii, c'est-à-dire ceux de la Lance. Bien sûr, Paris n'est qu'un exemple, il y en a une infinité. Euh, Pratiquement toutes les villes moyennes de France presque toutes, ont un nom d'origine celtique. Il y a un très grand nombre de petits lieux, des villages, des lieux-dits, etc. Et des cours d'eau, et des montagnes. Quant aux villes, on va distinguer deux cas. Soit la ville a gardé son nom antique, ce qui arrive, et ce nom antique peut-être est souvent d'origine celtique. Lyon était Lugdunum, c'est la forteresse du dieu Lug, et Lug était le principal dieu celtique. Rouen, c'était Ratomagus, la plaine des fougères. Bordeaux, c'était Bourdigala, la forteresse des chevaux. Dans d'autres cas, plus fréquents, comme Paris, une population celtique a laissé son nom à ce qui était sa capitale. Poitiers vient des Pictones, Amiens des Ambiani, Reims des Rémi, Troyes des Tricassi, Bourges des Biturigues, Osque des Aouski, Sainte des Santones, Rennes des Redones. Voilà. Bon. Donc, c'est un cas extrêmement fréquent. Et du côté des montagnes, eh bien, écoutez, l'Ardenne, ça veut dire ce qui est haut, en celtique. Vosges tire son nom d'un dieu celtique, Vosegus, qu'on a en statue dans un sanctuaire des Vosges. Et puis, il y a des rivières. Beaucoup de rivières tirent leur nom du domaine celtique, des langues celtiques. Je pense à la Seine, à certains de ses grands affluents, l'Yonne, l'Aisne, la Marne. Ce sont des noms d'origine celtique. La Marne, ça veut dire la mer. Yonne, Ikauna, c'est celle qui guérit. Oui, parce que les Celtes pensaient que les rivières étaient guérisseuses. Sequana, c'est celle qui suit son cours, on pourrait dire, celle qui va lentement dans son cours. Le Rhône est aussi un nom d'origine celtique. Le Rhin est aussi un nom d'origine celtique. Et pour que les Celtes aient pu donner des noms à une toponymie et que cette toponymie ait pu rester, elle n'ait pas été remplacée par d'autres, il faut qu'ils aient été là depuis très longtemps. En fait, contrairement à ce qui apparaît souvent dans des musées ou dans certains livres, les Celtes ne sont pas arrivés du tout vers 400 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 150 ans avant la conquête romaine, qui est vers 50. Ils sont arrivés vers 1700 avant Jésus-Christ, dans le bassin parisien. C'est-à-dire des millénaires, enfin un millénaire et demi avant ce qu'on dit d'habitude. C'est alors qu'il y a la civilisation des tumulus, auquel succède la civilisation des champs d'urnes, puis la civilisation de Hallstatt, puis la civilisation de l'Athènes, et toutes ces civilisations parlaient des langues celtiques. En fait, c'est la même culture qui évolue et qui reçoit des noms différents. Il faut dire que beaucoup d'autres rivières ont des noms conservés qui sont pré-celtiques. Donc les Celtes n'ont pas tout renouvelé. La Loire, la Garonne, la Dordogne ont des noms d'origine pré-celtique. Mais je disais que une importante toponymie existe en France concernant les rivières, et ça c'est tout à fait notable, et c'est à signaler, même si beaucoup d'historiens ne s'en occupent pas. Alors là, il faut aller vers les ressources archéologiques. L'archéologie a beaucoup exploré maintenant les temps celtiques, comme l'a exploré aussi les temps antérieurs, bien sûr. Et donc, nous avons un très gros matériel qui révèle beaucoup de choses. Je rappelle d'abord que les Celtes n'étaient pas seulement en France, ils étaient aussi en Angleterre.
au Pays de Galles, dans le sud de l'Écosse, en Irlande, dans une grande partie de l'Espagne, en Italie du Nord, en Europe centrale. Et c'est dans ces cultures-là, dans ces endroits, qu'on constate, à partir du 2e millénaire avant notre ère, un important progrès qui va se manifester d'abord par des objets, mais les objets, il a bien fallu les fabriquer, et donc ça décèle des techniques qui sont derrière. Je pense à des torques, je pense à des chaudrons, à des épées. Et puis, à partir de ce qu'on appelle les champs d'urnes, donc vers 1000, très en gros vers 1000, avant notre ère, des outils apparaissent. Et ces outils, d'abord des gouges, des marteaux faits d'un manche en bois et d'une masse en métal. Ces objets vont se multiplier à l'époque de l'Athènes, donc la dernière période avant la conquête romaine. Et là, ce qu'il faut voir, c'est que la plupart, la grande majorité des outils qui ont servi en Europe occidentale, en tout cas, au Moyen-Âge et jusqu'à l'époque contemporaine, jusqu'au XXe siècle, et encore évidemment encore de nos jours, étaient déjà des outils du matériel celtique il y a plus de 2000 ans. Je pense à des limes, à des râpes, à des vilebrequins, à des manivelles, à des différents types de clés, à des planes. Des planes, c'est des couteaux à 2 poignées. On a plusieurs types de couteaux, évidemment, des couteaux avec un poignet, avec un manche en bois et une lame en métal. Ça commence aussi à cette époque-là. Donc voilà. Donc pour le travail du bois, pour le travail de l'or, pour le travail de la peau, pour le travail des tonneaux, pour le travail du cuir, tout ça, les outils que nous avons utilisés dans notre civilisation étaient déjà présents antérieurement dans les civilisations archéologiques, connues par l'archéologie, d'origine celtique. Pour les traditions, là, c'est absolument massif. Une très grande quantité du matériel mythique récolté en Occident est aussi d'origine celtique. Je prends un exemple bien clair, bien simple. Plusieurs légendes ecclésiastiques du haut Moyen-Âge nous parlent d'un saint qui a été décapité. Et une fois décapité, il prend sa tête et il se promène avec elle. Et généralement, il franchit une rivière et il va l'enterrer au-delà de la rivière. Cela concerne en France une centaine de légendes de saints. Cette légende est entièrement d'origine celtique. Qu'est-ce qui permet de le dire ? Eh bien, tout simplement, en Irlande, terre absolument celtique, nous connaissons une légende d'un personnage qui a fait exactement la même chose, mais ce personnage n'était pas un saint. C'est-à-dire que c'est pré-chrétien. Il a fait ça, c'était dans le cadre d'un pari. C'est une légende également. Et donc, le thème même, l'idée même d'un personnage qui porte sa tête, alors évidemment, dans le christianisme, c'est devenu une histoire d'un saint, c'est donc un miracle. Dans l'histoire irlandaise, ce n'est pas un miracle, c'est un fait merveilleux, c'est un fait un peu magique, disons. Mais c'est exactement le même phénomène. Voilà. Et donc, ce type de récupération de légendes d'origine celtique par l'Église est extrêmement fréquent. Prenons l'exemple des dragons. Nous savons que les Celtes et d'autres populations du même continent faisaient par exemple des processions autour de dragons, avec des dragons en tête. Des conciles des années 600, 700 interdisent cela. Oui, ça a beau être interdit par des conciles, ça n'a pas cessé. Quelques siècles plus tard, dans des fêtes populaires, on revoit tout à fait des dragons qui défilent en tête dans plusieurs villes. C'est intégré à la fête des rogations, par exemple. Il y avait un dragon en tête de la fête des rogations. Les rogations sont fondées au 5e siècle par un nommé Mamère. Et là, on voit bien que l'Église intègre
ce qui était interdit dans d'autres endroits, dans les conciles. Hein. Au 5e siècle, elle intègre les dragons, et les dragons vont se répandre, se multiplier dans les processions populaires du Moyen-Âge et de l'époque contemporaine. Voilà. Et ça, ce genre de fait, je dis c'est massif. On peut en trouver, je cite les dragons, je cite des têtes coupées, mais on pourrait citer un nombre considérable de faits. Ça va très loin, puisque dans un grand nombre de cas, comme ce transfert de tradition a été massif, des Celtes qui étaient encore vivants en Europe, qui parlaient encore des langues celtiques. Hein. Pendant tout le Haut Moyen-Âge, il y a des endroits en France où on parle encore des langues celtiques. On le voit par la participation d'éléments celtiques aux Français. Beaucoup de mots français sont d'origine celtique. Ce qui n'est possible que parce que des Celtes continuaient à parler leur langue à l'époque où se forge le français. Bon, et donc à cette époque-là, l'Église récupère un grand nombre de traditions, et on peut, dans beaucoup de cas, on peut préciser tel saint a recueilli principalement le légendaire correspondant à tel dieu celtique. On peut les identifier. Quand on est spécialiste de ça, on peut les identifier. On peut voir je parlais de loup tout à l'heure, eh bien il y a des saints dont on peut dire qu'ils ont récupéré le matériel concernant le dieu Lugh. D'autres saints ont récupéré le matériel concernant un autre dieu, qu'on appelle en Irlande le Dagda, et qui était connu en Europe occidentale sous le nom de Taranis, dieu du tonnerre. Et on peut identifier des saints qui ont tellement récupéré le matériel de ce dieu qu'on peut dire qu'ils prolongent directement ce dieu. Hein. Et ça, c'est un énorme champ de recherche. Plusieurs personnes en France s'y consacrent, et je pourrais citer une énorme bibliographie là-dessus. Voilà, je crois que j'ai dit ce que je voulais dire, d'essentiel pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté.